La langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. On me présente un texte. Ce texte m'ennuie, on dirait qu'il babille. Le babil du texte, c'est seulement cette écume de langage qui se forme sous l'effet d'un simple besoin d'écriture. Écrivant son texte, le scripteur prend un langage de nourrisson. Impératif, automatique, inaffectueux, petit débâcle de clics. On peut dire que ce texte, vous l'avez écrit hors de toute jouissance. C'est un texte frigide, comme l'est toute demande, avant que ne s'y forme le désir et la névrose. La jouissance du langage est partagée quotidiennement par l'équipe des Nouveaux Chemins, composée d'Antoine Ravon, de Marianne Chassor, Marie Aubert, Colomba Grossi et Lucie Tardy, avec Média Portis-Guérin à la réalisation cette semaine, Édouard Rubinstein à la prise de son et Géraldine Mosna-Savoie que vous retrouverez aujourd'hui à 10h49 pour ces 2 minutes papillons. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. À l'occasion de cette journée spéciale sur France Culture consacrée à la langue française, un philosophe italien, mais qui parle du langage, c'est Paolo Virno et des essais parus en 2 livres aux éditions de l'Éclat. Rendez-vous donc à 10h49, car pour cette journée de la francophonie, vous retrouverez à 10h51 la chronique de Dany Laferrière, qui vous accompagnera toute la journée sur France Culture. Le langage n'est pas la langue qui n'est pas le discours qui est autre que la parole qui ne se réduit pas aux mots, les mots qui sont plus que des lettres, les lettres qui existent sans les sons qui ne forment pas toujours des phrases qui ne constituent pas à elles seules un langage. Dans le langage, on tourne facilement en rond, puisqu'en parler, c'est déjà le solliciter. Comment alors lui tendre un miroir sans le déformer par notre subjectivité ? Le langage est un pays dans lequel nous pouvons voyager, comme on arpente un terrain familier dont chaque recoin nous paraît, de plus près, étranger. Le langage, par définition, on n'y pense pas, car c'est lui qui nous fait penser. Mais à le tenir pour acquis, hors de soi, immobile, il s'assèche et fige la pensée dans des postures incapables de dire ce que nous voulons dire. C'est que le langage n'est pas à notre service. Il est un pouvoir, une tyrannie même, qui, même quand on en fait un jeu, s'impose à nous avec insolence et parfois humiliation. Essayez de le dompter, il montrera les crocs. Mieux vaut renoncer à toute domestication. Comment alors se faire entendre dans ces mots qui ne sont pas les miens ? Demain, Élise Marou s'aventurera dans les écrits de Wittgenstein, pour qui il vaut mieux ne rien dire que ce qui se laisse dire. Mercredi, Dominique Lestel se demandera comment comprendre le langage animal. Et jeudi, ce sera Hervé Letellier qui vous conduira en terre oulipienne, l'oulipo ou l'art de jouer avec les règles, et vous en aurez la démonstration en temps réel et en direct. Mais aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir l'écrivain, essayiste et professeur à l'Université Paris Diderot, Éric Marty, qui vient commencer cette exploration du règne du langage en 4 étapes, en compagnie aujourd'hui de Roland Barthes. Bonjour à vous, Éric Marty. Bonjour. Il est certain que je suis infidèle. Je l'ai été souvent en matière d'idées. J'ai varié, j'ai changé. Je dirais que toute ma petite activité s'articule sur une obsession et une infidélité. L'obsession a été celle du langage, de la signification, l'obsession qui est présente dans mon tout premier texte et dans les derniers, et qui est toujours présente, mais cette obsession
c'est en quelque sorte énoncé à travers des infidélités successives à des systèmes différents, à des mots d'ordre différents, à des idéologies différentes. J'ai une maladie. Je vois le langage. Ce que je devrais simplement écouter, une drôle de pulsion perverse en ce que le désir s'y trompe d'objet, me le révèle comme une vision, analogue, toute proportion gardée, à celle que Scipion eut en songe des sphères musicales du monde. À la scène primitive où j'écoute sans voir, succède une scène perverse où j'imagine voir ce que j'écoute. L'écoute dérive en scopie. Du langage, je me sens visionnaire et voyeur. Selon une première vision, l'imaginaire est simple. C'est le discours de l'autre en tant que je le vois. Je l'entoure de guillemets. Puis je retourne la scopie sur moi. Je vois mon langage en tant qu'il est vu. Je le vois tout nu, sans guillemets. C'est le temps honteux, douloureux de l'imaginaire. Une troisième vision se profile alors, celle des langages infiniment échelonnés, des parenthèses jamais fermées. Vision utopique en ce qu'elle suppose un lecteur mobile, pluriel, qui met et enlève les guillemets d'une façon preste, qui se met à écrire avec moi. Éric Marty, pourquoi Roland Barthes vit-il le fait de voir le langage comme une maladie ? Écoutez, toutes les citations que vous avez faites au début, puis celles que Barthes lui-même donne de son propre texte sur l'infidélité et l'obsession, marquent au fond une ambivalence totale par rapport au langage. Et c'est précieux, je crois, cette ambivalence, elle est cruciale. Alors, celle de la maladie est encore plus puissante, on va y venir, mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est ce qui caractérise au fait Barthes et sa génération, les modernes, c'est au fond une entreprise de maîtrise sans précédent, au moins au XXe siècle, de maîtrise de la pensée, du discours et du langage. Et cette maîtrise est forcément contradictoire, puisque à la fois ils veulent maîtriser, ils pensent maîtriser le langage comme système, et en même temps ils disent que l'homme est fait par le langage. Alors comment maîtriser ce qui nous fait ? C'est une sorte d'impossibilité ou de position qui mène forcément à l'imposture à un moment ou à un autre. D'où la fameuse phrase de Lacan, il n'y a pas de métalangage, qui suppose qu'en effet il n'y a pas un langage qui viendrait couvrir le langage lui-même. Ils, ce sont les structuralistes ? Les structuralistes, les modernes en général, parce que même ceux qui sont à la périphérie du structuralisme, néanmoins, ont été aussi dans cette ambition de maîtrise. Et je crois que quand Barthes, là, va dire « j'ai une maladie, je vois le langage », il est en quelque sorte arrivé au moment, finalement, où il est parfaitement conscient, il l'a toujours été sans doute, mais là, plus encore qu'auparavant, conscient de cette espèce d'imposture qui consiste à avoir un rapport positif au langage, un rapport, je dirais, scientiste, un rapport de connaissance et de maîtrise. Il introduit quelque chose de très étrange, qui est la maladie, la pathologie, et il emploie même le mot pervers dans ce rapport de voyant-voyeur au langage. Et cette maladie, elle est intéressante parce qu'au fond, dans les mythologies, dont on va parler sans doute tout à l'heure, eh bien, Barthes reprochait au fond aux gens de ne pas voir dans la mythologie le système du langage. Il disait, voilà, au fond, le sujet en tant qu'il est aliéné, il est aveugle, il souffre d'asymbolie au sens où il ne voit pas le système second parasite dans le message mythologique qui, précisément, vole le langage. Il ne le voit pas. Et cette idée, donc, de ne pas voir qu'il voyait dans le sujet aliéné, lui, il en fait précisément son atout, mais un atout qui est une maladie. Donc on a un jeu tout à fait étrange par rapport au fait de voir ou ne pas voir, d'avoir ce rapport au langage qui est un rapport tantôt justement de surdité ou d'aveuglement, de cécité, et puis ce rapport justement de vision, mais qui est perçue qu'une maladie, mais une maladie qui est évidemment une forme de jouissance. Donc cette maladie, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, Barthes montre bien que cette importance qu'il a donnée au langage depuis le début, depuis le Réseau de la rupture, n'était pas forcément une démarche purement intellectuelle. Non, mais ce qui est surprenant dans le fait de dire qu'il voit le langage, c'est comme s'il considérait le langage comme un objet tout à fait extérieur à lui-même, puisqu'il peut le voir. Oui, mais alors ça traduit comme un détachement à l'égard de ce langage qui pourtant l'obsède dans ses propres dires. Mais alors, c'est une extériorité assez particulière parce que c'est un peu comme le fétichiste par rapport au fétiche. D'ailleurs, au fond, me semble-t-il que la perversité que Barthes introduit dans cette maladie, c'est peut-être le rapport d'un fétichiste du langage.
où justement il hallucine quelque chose qui n'est pas le bon objet, qui est un objet écran qui vient se substituer à l'objet réel, en quelque sorte. Donc cette extériorité, elle n'est que pour mieux être saisie, être possédée, sous la forme justement de cette hallucination, car se voir le langage est un rapport d'hallucination par rapport au langage. Alors ce qui est intéressant en même temps, c'est que ce côté pervers, il peut avoir des côtés proches du psychotique, notamment mais au même moment, Barthes est complètement obsédé par Saussure et par les anagrammes de Saussure, non pas le Saussure du cours de la linguistique générale, mais le Saussure qui voit, qui visionne, qui hallucine lui aussi les anagrammes dans les vers latins, et c'est le thème du savant fou, du linguiste fou, qui, en effet, pour qui le langage devient une forme de maladie dans laquelle il a un rapport de projection extrême. Et il y a plein comme ça, de références à des moments, je dirais, pathologiques par rapport au langage, d'une pathologie tantôt malheureuse, dans le cas de Saussure, qui devient une sorte d'angoissé, qui a un rapport d'angoisse par rapport à ces hallucinations, ou au contraire de jouissance. Mais l'angoisse et la jouissance sont peut-être deux pôles qui sont l'un face à l'autre, donc de jouissance par rapport au langage, qui est donc dans cette espèce de nouvelle phase de Barthes, évacuer, disons, ce qu'a pu être un positivisme ou un scientisme structuraliste pour autre chose. Je vis toujours dans la peur de ce que j'écris. Je n'arrive jamais à avoir un sentiment juste de ce que j'écris, ou bien je trouve que c'est extrêmement banal, ou bien je trouve que c'est extrêmement provoquant. Quand je pense que c'est provoquant, ça déclenche en moi un sentiment de peur, je me sens insuffisamment protégé. Moi, je me suis très souvent senti exclu par mon langage, même à un moment taxé de jargon, etc. Je me suis très souvent senti exclu par mon langage. Il n'y a pas longtemps, la littérature était encore considérée comme un artisanat. Assimilée à un travailleur en chambre, belvédère de Hugo, chambre de Flaubert, cabinet de Valéry au petit matin, l'écrivain disposait d'un instrument spécial, la grammaire française, avec lequel il était censé travailler sa forme comme une matière plastique. La grammaire représentait un salutaire élément technique dans un ordre de production dont on commençait à entrevoir la gratuité possible. Bien écrire, c'était à la fois s'assurer d'un certain résultat et sacrifier à un certain travail. Derrière la plus grande partie de la littérature qui va de Théophile Gautier à Gide, il y a essentiellement la finalité d'un labeur. Ce travail formel de l'écrivain correspondait d'ailleurs à un dessein historique plus général. Croire à une grammaire unique, pratiquer une langue française pure, c'était prolonger ce fameux mythe de la clarté française dont le destin est si étroitement lié à l'histoire politique de la France. Est-ce que cette angoisse que ressent Barthes à l'égard du langage, angoisse que vous pointiez avec Martip, qu'il a formulée lui-même, c'était en 1971 dans les archives du XXe siècle, je vis dans la peur de ce que j'écris, ne peut pas aussi se comprendre par la distance qu'il essaye de prendre par rapport à un langage qu'il désigne comme étant absolument normatif, dans et par notamment l'utilisation de la grammaire, oui. Imposée comme norme, qui impose comme norme, disons, l'usage du plus fort, dit-il. Alors je pense que la norme n'est qu'un élément dans la vaste question du langage, et c'est peut-être pas le plus déterminant, parce qu'au fond la norme peut être aussi un objet de jeu, de transgression, de plaisir et de réduction, de démystification. Et je pense pas que Barthes soit impressionné par la question de la norme. Je crois que la question du langage comme telle elle est dans le langage même et non pas, je dirais, dans des processus sociaux qui sont eux-mêmes facilement maîtrisables. Non, mais c'est la grammaire même qu'il désigne comme norme, comme violence de la grammaire ici dans ce texte. Oui, d'accord. Mais enfin, disons que oui, il y a cet aspect-là.
Mais il me semble qu'au fond, c'est dans l'acte d'écrire même que la question de la terreur ou de l'angoisse peut se jouer. C'est plus dans la position même que le sujet va produire va créer par rapport au langage, et dans ces positions d'écriture, que peut se jouer une question d'angoisse. Plus que, je dirais, dans ce rapport de sujet parlant. Il me semble que c'est par l'écriture que peut se situer, que peut s'insérer, en quelque sorte, les abîmes que peut produire le langage. Cette angoisse serait donc due à la difficulté de faire coïncider soi-même comme sujet ou comme sujet écrivant et, disons, le langage qu'il a encore est vécu comme extériorité. Comment trouver les mots pour dire ce qu'il veut dire lui en tant qu'écrivain ? Alors, moi, je dirais que c'est pour ça peut-être on peut parler même déjà du degré zéro, parce que le degré zéro de l'écriture, c'est justement le remède, en quelque sorte, à cette angoisse. C'est-à-dire que le langage, en effet, est quelque chose de terrorisant au sens où il produit sans arrêt des signes et les dissimule en quelque sorte ces signes, ou en tout cas les donne comme étant naturels. Le langage est toujours vécu par nous comme une chose banale, comme une chose que l'on pratique sans la voir, justement. Et donc il y a cette position de voir le langage, qui alors peut créer soit terreur, soit jouissance, soit panique, soit angoisse. Et puis, il y a précisément la possibilité d'un remède à cette dimension, je dirais, pernicieuse, venimeuse, asservissante du langage, qui est ce que Barthes invente de manière tout à fait inouïe, puisque c'est avant le livre même que Barthes conçoit la notion de degré zéro. C'est en 47, dans Combat, dans un article du 1er août 47. À l'époque, les journaux pouvaient se permettre de faire des choses tout à fait inouïes, comme publier un article qui s'intitule « Le degré sur l'écriture ». Cette opération, à mon avis, que je trouve tout à fait forte, que de produire de mettre le langage justement au centre de la terreur, au centre de l'angoisse, au centre du problème qu'est écrire, et donc de faire de ce degré zéro cette espèce d'antidote ou cette espèce de remède à ce que peut en effet avoir d'angoissant ou de terrible langage. Alors comment définit-il ce degré zéro de l'écriture ? D'abord, peut-être, il faut dire d'où ça vient. C'est-à-dire que c'est ça qui me paraît peut-être le plus important, c'est que on est en 47. Barthes a quitté le sanatorium. Il n'est rien. Il est une sorte de fantôme intellectuel puisqu'il a été complètement hors du monde pendant 5 ans. Il n'est pas du tout dans les milieux intellectuels, ni des milieux, je dirais, de l'institution. Et à quoi a-t-il recours ? À un langage, justement, un discours qui est, je dirais, extrêmement étranger à la culture française, qu'est la linguistique. Et il emprunte à un linguiste assez obscur à l'époque, je pense, Viggo Brandal, qui est un linguiste danois, ce concept de degré zéro. Et l'opération, à mon avis, est tout à fait essentielle parce qu'il les place complètement, je vais dire ce que le degré zéro, bien sûr, mais ce qu'avant tout, peut-être, il faut dire, ce qu'il opère, c'est un dépassement complet des problématiques de débat qui sont ceux de la France à ce moment-là. Sartre écrit qu'est-ce que la littérature, donc où la question c'est l'engagement, c'est l'idéologie. Jean Paulhan, en 1942, a écrit La terreur dans les lettres, où il faisait de la rhétorique, l'instrument pour cadenasser et pour maîtriser la terreur. Eh bien, Barthes, je pense, considère que la rhétorique n'est pas l'arme suffisante pour penser la terreur qu'elle engage, ou penser le pouvoir qu'elle engage, et il fait cette opération presque intuitive, à mon avis, très improvisée, ou très peu compréhensible, que d'emprunter à la linguistique d'un Danois obscur, Brandal, ce concept de degré zéro. Et ça me paraît vraiment être une démarche très forte qui va, en effet, modifier complètement les enjeux du débat intellectuel. Alors, c'est quoi le degré zéro de l'écriture ? Barthes l'explique très bien dans ce article de Combat, puis il reprend ça dans le livre qui paraît en 1953. C'est l'idée qu'au fond, le moyen d'échapper au sens commun, le moyen d'échapper aux oppositions, par exemple, les oppositions de paradigme, par exemple, le masculin contre le féminin, c'est le moyen d'échapper à ces oppositions qui nous assujettissent, justement, qui nous mettent dans des espèces de contraintes étroites. Eh bien, cette possibilité d'échapper à ça, c'est dans le langage même qu'on peut le trouver par l'idée de neutre, de degré zéro. C'est par exemple, justement, si on prend le masculin, le féminin, l'idée d'un troisième genre qui serait le neutre. C'est par rapport à
à des modes comme l'impératif et le subjonctif, qui sont des modes qui, justement, créent une forme de sens supplémentaire. C'est l'indicatif qui va être le troisième terme qui va nous faire échapper, à cela. C'est, par exemple, puisque L'étranger de Camus est pour lui un des livres du neutre, c'est par exemple par opposition à l'imparfait, au passé simple, qui sont les deux temps fondamentaux d'un passé qui dessaisit l'écrivain de sa propre parole. C'est le passé composé qui, justement, est le troisième terme qui va créer ce degré zéro par où on échappe justement à une sorte d'assujettissement ou de sursens que la langue ne cesse de transmettre malgré nous et en quelque sorte en nous tenant par ce sens second qui vient nous voler notre propre parole. Et le neutre, alors le degré zéro, est ce moyen d'en sortir. Mais c'est dans le langage qu'on le trouve et non pas hors du langage. Il y avait une revue qui s'appelait Existence au pluriel, qui a eu de l'importance pour moi parce que j'y ai écrit mes tout premiers textes, et notamment j'y ai écrit un premier texte qui était une sorte de compte-rendu de L'étranger de Camus, où, au fond, c'est là que se trouve la première idée, la première hypothèse, la première proposition de cette notion de degré zéro de l'écriture, enfin d'écriture blanche, d'écriture zéro, dont je devais me servir plus tard. Pour savoir ce que c'était que le degré zéro de l'écriture pour moi, il y a donc maintenant un peu plus de 20 ans, eh bien, il faut se rappeler que précisément à cette époque-là, c'est-à-dire au lendemain de la Libération, les deux grandes assises du travail intellectuel étaient communément le sartrisme d'une part, le marxisme d'autre part, c'est-à-dire, disons, en gros, deux philosophies de ce qu'on appelait alors l'engagement. Or, à la fois le sartrisme et le marxisme, qui pensaient si profondément l'engagement politique, l'engagement idéologique, et disons en gros l'engagement des idées ou des conduites, ne s'étaient jamais préoccupés de ce qu'on pourrait appeler l'engagement des formes, la responsabilité des formes, la responsabilité du langage. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2h et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron, et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « c'était pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. Dans le degré zéro de l'écriture, Barthes écrit ceci: cette parole transparente, inaugurée par L'étranger de Camus, dont on vient d'entendre un extrait, interprété par Michael Lonsdal, accomplit un style de l'absence qui est presque une absence idéale du style. L'écriture se réduit alors à une sorte de mode négatif dans lequel les caractères sociaux ou mythiques d'un langage s'abolissent au profit d'un état neutre et inerte de la forme. La pensée garde ainsi toute sa responsabilité sans se recouvrir d'un engagement accessoire de la forme dans une histoire qui ne lui appartient pas. Ici, la référence implicite s'adresse à Sartre, qui lui conçoit la responsabilité de l'écrivain justement comme étant dans l'histoire. Chez Barthes, la responsabilité est inhérente au langage même. C'est comme ça qu'on peut comprendre ce degré zéro de l'écriture, Éric Marty. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment un nœud intellectuel très puissant. Par rapport à Sartre, c'est pas seulement par rapport à qu'est-ce que la littérature que Barthes s'oppose, c'est aussi par rapport à Situation 1, qui est le très grand livre de critique littéraire de Sartre qui est paru en 1939, dans lequel Sartre a fait de très très formidables textes, mais aussi traite de la question de la crise du langage, de la terreur de l'année 30. Et il attaque Blanchot, il attaque Bataille, de manière très violente et parfois cruelle. Il fait l'éloge de Ponge, mais avec une espèce de condescendance comme Ponge étant le malade des mots. Bref, pour Sartre, cette maladie des mots qui caractérise la terreur des années 30, 40, est pour lui une maladie infantile.
Et pour Sartre, le langage n'est pas un problème. Le langage appartient au pratico-inerte, c'est ce qu'il dira plus tard. Le langage n'est pas un problème et il y a une forme d'immaturité dans ce rapport justement de la maladie des mots ou de ce qu'il appelle les holocaustes du langage que pratiquent justement les terroristes ou les avant-gardes. Barthes, simplement, a un rapport tout aussi critique par rapport à la terreur et par rapport à l'avant-gardisme. En effet, l'avant-gardisme est dans une sorte de rapport négatif au langage, où il s'agit constamment de sacrifier le langage parce que celui-ci est le véhicule du sens commun et il faut tuer les mots, tuer le langage pour, en quelque sorte, le mettre à mort par la terreur. Eh bien, Barthes considère que cette opération est aussi une impasse, mais pas comme Sartre. Pas sur un mode, je dirais, condescendant et voyant là-dedans une sorte d'infantilisme. Il le voit il comprend très bien, en effet, la question du langage comme étant essentielle, mais la solution n'est pas, je dirais, dans une sorte de fuite en avant de la terreur ou dans une forme de fuite en avant du nihilisme. Il est justement dans cette opération qu'est le neutre, qu'est le degré zéro, par où le langage comme étant une violence, étant une terreur, étant une crise, n'est pas en quelque sorte un objet qu'il faut soigner par plus de terreur, par plus de crise, par plus de violence, mais qu'il faut justement penser de l'intérieur même du langage, non pas du dehors, mais de l'intérieur, parce que Barthes va produire à ce moment-là, dès 47, dès 50, cette idée d'un neutre, par où le sujet, justement, échappe à ce que le langage nous fait dire malgré nous, à savoir, dans la terreur, par exemple, le spectacle de la terreur, qui du coup devient idéologique, perd sa puissance de subversion, puisqu'elle se donne comme spectacle, qui devient une forme de mythologie, justement, au sens où on le verra tout à l'heure, et c'est avec ça qu'il faut rompre, avec cette espèce de perte de contrôle, au fond, que le terroriste ou que l'avant-gardiste a par rapport à ses opérations de déstabilisation du langage, puisque cette opération lui échappe en quelque sorte, puisque le langage finit par afficher comme un spectacle, comme une affiche de spectacle, précisément sa gesticulation et qui apparaît à ce moment-là comme dérisoire et comme une impasse. Mais cette neutralité est-elle jamais accessible et finalement est-ce qu'elle ne relève pas elle-même d'une forme de mythologie? Voilà. Alors c'est ça qui va se jouer pour Barthes, c'est comment le neutre peut être négocié de manière permanente par des opérations. Au fond, l'étranger a été un point de départ, mais c'est un point de départ que Barthes va vite mettre de côté. Il en parle beaucoup dans le degré zéro de l'écriture, mais très vite, au fond, Camus va disparaître parce que Camus est aussi précisément mythologisable, et même son œuvre qui suit l'étranger ne satisfait pas Barthes, comme La Peste ou comme d'autres opérations. Donc il va constamment esquisser, se passer, en fait, fuir, au fond, tout ce qui pourrait nommer le neutre, tout ce qui pourrait remplir le degré zéro, et ça va être donc des opérations successives où le livre d'ailleurs va pas toujours être le bon objet. Le Japon, par exemple, va être une opération décisive pour Barthes parce qu'il trouve à ce moment-là un espace textuel qui n'est plus un texte. Ce qui donnera l'Empire des signes en 1970. Voilà. Il trouve un espace de signes, un espace du neutre qui n'est plus un espace textuel, donc qui du coup est entièrement imaginable et entièrement modifiable et très souple, un objet très souple. Et puis, le haïku, par exemple, va apparaître dans les dernières années de Barthes, une espèce d'objet, justement, où l'écriture est hors littérature, où l'écriture, justement, atteint ce degré zéro, l'écriture qui est d'échapper à l'aliénation que sont les belles lettres, et va donc autoriser, en quelque sorte, un neutre qui est sans hérédité, sans lourdeur, sans drapé, sans ces signes superfétatoires qu'est la littérature, et qui aliène l'écriture en faisant un rituel, en faisant justement une messe que l'on dit tous les dimanches, et qui est justement la littérature française que Barthes fondamentalement n'aime pas. Donc voilà, il me semble, c'est là où les tactiques complexes et multiples sont mises à l'œuvre. Lente pour les soirées en frac et balancée comme un hamac, elle a trimballé tous les cracks, ceux de la haute, ceux de l'arnaque. La déesse, la déesse, la déesse. Quel est le propre du mythe? C'est de transformer un sens en forme. Autrement dit, le mythe est toujours un vol de langage.
Je vole le nègre qui salue, le chalet blanc et brun, la baisse saisonnière des fruits, non pour en faire des exemples ou des symboles, mais pour naturaliser à travers eux l'empire, mon goût des choses basques, le gouvernement. Tout langage premier est-il fatalement la proie du mythe? N'y a-t-il aucun sens qui puisse résister à cette capture dont la forme le menace? En fait, rien ne peut être à l'abri du mythe. Le mythe peut développer son schème second à partir de n'importe quel sens, et, nous l'avons vu, à partir de la privation de sens elle-même. Mais tous les langages ne résistent pas de la même façon. La langue, qui est le langage le plus fréquemment volé par le mythe, offre une résistance faible. Elle contient elle-même certaines dispositions mythiques, l'ébauche d'un appareil de signes destiné à manifester l'intention qui l'a fait employer. C'est ce que l'on pourrait appeler l'expressivité de la langue. Les modes impératifs ou subjonctifs, par exemple, sont la forme d'un signifié particulier différent du sens. Le signifié est ici ma volonté ou ma prière. C'est pour cela que certains linguistes ont défini l'indicatif, par exemple, comme un état ou degré zéro face au subjonctif et à l'impératif. Or, dans le mythe pleinement constitué, le sens n'est jamais au degré zéro. Et c'est pour cela que le concept peut le déformer, le naturaliser. Il faut se rappeler encore une fois que la privation de sens n'est nullement un degré zéro. C'est pourquoi le mythe peut très bien s'en saisir, lui donner par exemple la signification de l'absurde, du surréalisme, etc. Au fond, il n'y aurait que le degré zéro qui pourrait résister au mythe. Écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, c'est le premier temps de notre série consacrée au langage, au pouvoir du langage. Et aujourd'hui, c'est de Barthes que nous parlons. Barthes et la tyrannie de la langue, en compagnie de l'écrivain, essayiste et professeur à l'université Paris Diderot, Éric Marty. Quand paraissent les mythologies, nous sommes en 1957, 4 ans après le degré zéro de l'écriture en 1953. Et Barthes le dit très bien dans ce texte, donc qui est la seconde partie de Mythologie, qui est un recueil qui est constitué de diverses chroniques, dans la première partie du livre, et dans la seconde, c'est un article beaucoup plus long qui s'appelle « Le mythe aujourd'hui », assez technique, dans lequel il définit ce qu'il entend par le propre du mythe, c'est-à-dire de transformer un sens en forme. On va y revenir, et on retrouve cette expression de degré zéro, mais il dit bien que la privation de sens n'est nullement un degré zéro. On a cette idée très importante que le mythe est un vol de langage. Comment est-ce que on comprend ça, Éric Marty ? Pour moi, les mythologies, c'est une opération très importante politiquement, intellectuellement, philosophiquement que fait Barthes. Et c'est important qu'il écrit le mythe aujourd'hui parce qu'il donne, en quelque sorte, aux mythologies un substrat intellectuel et théorique fondamental. Au fond, ce que fait, en faisant du mythe une forme, Barthes, et en donnant au langage une place primordiale dans les processus d'aliénation idéologique, Barthes va dans le sens de ce qui va être une critique du marxisme au sein du marxisme. Et en faisant du mythe, justement, un système sémiologique, la critique de l'aliénation, c'est de ressembler aux procédés inquisitoriaux du marxisme stalinien. Il s'agissait de fouiller les consciences, de fouiller les âmes, les débarrasser de leurs fausses croyances, pour justement leur proposer, leur redonner une forme d'innocence. Or non, justement, cette espèce de terrorisme inquisitorial qui est fondé, qui ressemble beaucoup à une forme de théologie propre au stalinisme, eh bien, Barthes nous en débarrasse de manière définitive en ôtant l'idéologie de la tête des gens pour en faire une forme linguistique. Et ça, c'est pour moi une opération de délivrance capitale par rapport justement à la terreur stalinienne. Et c'est une opération qui va tout à fait dans le sens, je dirais, de ce que fait Althusser au même moment ou d'autres au même moment, à savoir rompre avec l'hégélianisme, justement, qui ne cesse de voir dans la conscience l'enjeu et l'espace de toutes les émancipations, de toutes les répressions. Et l'influence de Barthes va être, à mon avis, très importante par ces mythologies et par les mythes aujourd'hui. Par exemple, sur Foucault, l'histoire de la folie, on peut lire justement la folie, ou l'histoire de la folie comme
une mythologie barthésienne, où la folie serait aussi ce faux objet, où le pouvoir tente de faire passer pour un fait de nature à une construction historique qu'elle a des raisons. Quelle est la folie, pardon. On fait passer pour un fait de nature la folie, qui est en fait une construction historique, et cette folie, elle s'appuie comme le mythe comme parasite d'un système sémiologique premier qu'elle a des raisons, qu'elle masque, qu'elle déguise et qu'elle transforme justement en pathologie. Et je dirais que Barthes d'ailleurs annonce Foucault dans le mythe aujourd'hui, et notamment par exemple le Foucault de la volonté de savoir, lorsqu'il écrit « Le mythe ne nie pas les choses, sa fonction au contraire est d'en parler ». Donc, cette idée que, au fond, le mythe n'est pas ce qui réprime, ce qui censure, mais ce qui, justement, produit du discours est essentiel et va dans le sens de ce que Foucault dira plus tard. Mais il produit du discours pour dénoncer une forme de naturalisation du sens. Le mythe pointe le fait que le sens est toujours construit, qui n'est pas inhérent aux objets. Exactement, tout à fait. Mais cela par une opération sémiologique qui est, au fond, qu'on peut résumer rapidement en disant que le mythe, c'est un système parasite d'un langage premier. Alors que voilà, pourquoi vole-t-il le langage ? Alors, l'exemple qu'il donne, c'est la fameuse image du jeune Africain qui salue un drapeau français et le lecteur aliéné verra là-dedans une évidence. Eh bien, voilà, c'est un jeune noir qui salue le drapeau français, et c'est une mythologie qui est vécue, qui est supportée sans justement voir ce système de parasitage. Qu'est-ce qu'il y a comme parasitage et comme vol ? Eh bien, on vole à l'Africain son africanité. On lui vole son regard, on lui vole la couleur de sa peau, on lui vole sa jeunesse, on lui vole son histoire en dirigeant par la photographie son regard vers le drapeau français. Et donc, l'impérialité française, le système colonial, est ce qui, en effet, vole à l'Africain ce qui est sa substance, perceptible au profit justement d'un signe qui ne cache rien, au contraire, qui s'exhibe par le drapeau français et par le salut. Là, c'est même plus le langage, c'est une photographie. Alors, c'est une photographie, mais pour Barthes, justement, à ce moment-là, la photographie est un langage. Et au fond, la sémiologie, c'est de donner à tout le système perceptible une structure de langage. Donc, ce qui est intéressant, c'est le fait que Barthes insiste beaucoup sur ces dimensions, et l'époque veut cela, qu'au fond, le colonialisme soit typiquement un système de mythologique, un système de langage volé. Puisque c'est aujourd'hui la journée de la francophonie, je dirais que la francophonie est typiquement un objet qui pourrait être l'objet d'une mythologie barthésienne, où la francophonie, précisément, donne une sorte de vision irénique du monde, où tout le monde s'aime, tout le monde parle la même langue, et ce mot de francophonie est un mythe au sens où il vole justement peut-être au peuple francophone, en effet, mais qui ne sont pas français, leur identité, leur pluralité, leur différence. Et je crois qu'à ce niveau-là, la mythologie barthésienne est une mythologie toujours active, et même si on fête ici la francophonie de la France Culture, on peut néanmoins la décrypter comme autre chose que ce qu'elle se donne à être. Donc je crois que l'idée de vol est une idée très forte. Parce que ça renvoie à une violence de langage, une violence qui est un rapt, et qui est un système où la bourgeoisie, puisque la bourgeoisie est l'ennemi public numéro 1 de Barthes, où la bourgeoisie a ce rôle justement d'être le voleur. Et c'est que le mot voleur, je dirais, grâce à Genet, grâce à d'autres choses, a une connotation très très savoureuse, je pense, pour Barthes, et de reprojeter le voleur non plus de la victime vers, justement, le possédant, est une opération si subversive, transgressive, qui, je pense, enchante Barthes à ce moment-là. Vous insistez beaucoup sur la dimension violente de la langue, de dimension, de terreur inhérente au langage. Et nous avons ouvert l'émission avec une pastille de Roland Barthes qui caractérisait la langue comme étant fasciste. Je vous propose qu'on écoute un extrait de sa leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du Collège de France, qui était prononcée le 7 janvier 1977, et puis que vous nous disiez ensuite en quel sens est-ce que Barthes entend cette violence de la langue. Écoutez. Le langage est une législation, la langue en est le code. Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue parce que nous oublions que toute langue est un classement et que tout classement est oppressif. Ordo, en latin, veut dire à la fois répartition et commination. Dans notre langue française, je suis astreint, par exemple, à me poser d'abord en sujet
avant d'énoncer l'action qui ne sera plus dès lors que mon attribut. Ce que je fais n'est que la conséquence et la consécution de ce que je suis. De la même manière, je suis obligé de toujours choisir, en français, entre le masculin et le féminin. Le neutre ou le complexe me sont interdits. De même encore, je suis obligé de marquer mon rapport à l'autre en recourant soit au tu, soit au vous, c'est-à-dire que le suspense affectif ou social m'est refusé. Ainsi, par sa structure même, la langue implique une relation fatale d'aliénation. Parler, et à plus forte raison discourir, ce n'est pas communiquer, comme on le répète trop souvent, c'est assujettir. Parler ou discourir, ce n'est pas communiquer, mais assujettir. Il dira plus tard dans cette leçon, effectivement, que la langue est fasciste. Le terme aujourd'hui paraît extrêmement fort, Éric Marty. Est-ce qu'il faut le recontextualiser ou le prendre au sens littéral ? Il faut, je pense, le recontextualiser et il est toujours aussi choquant aujourd'hui, je crois. On n'est plus habitué justement peut-être aussi à ce qu'a été un des traits de la génération de Barthes, ce sont les énoncés terroristes. La femme n'existe pas, il n'y a pas de rapport sexuel, l'homme est une invention récente. Et les contemporains de Barthes ont été très très friands de gens d'énoncés qui sont des énoncés insupportables, inaudibles, incompréhensibles, qui ne correspondent pas, je dirais, ni au sens commun, ni à un simple réalisme idéologique. Donc il faut entendre ces énoncés comme irréalistes, au sens où la femme n'existe pas est aussi irréaliste que la langue est fasciste. Et je pense qu'il faut lui accorder à Barthes ce degré d'irréalisme qu'est sa radicalité. Mais ce n'est pas de la simple provocation pour autant. Non, pas de la simple provocation pour autant. Alors ce qui est étonnant, évidemment, ce qui est provoquant malgré tout, c'est de faire, lors de la leçon d'inaugurale du Collège de France, qui est une institution qui justement n'est pas dans ce genre d'extravagance, parce que c'est une extravagance malgré tout. Et d'ailleurs, je pense que même Barthes ne serait pas forcément d'accord avec lui-même, parce que le fascisme, il a toujours dit qu'il ne fallait surtout pas l'irréaliser, que le fascisme était un fait historique, qu'il ne fallait surtout pas lui donner, je dirais, une réalité irréelle. Donc, tout cela est ambigu. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fond du fond de ce propos. Parce qu'il y a en effet un terrorisme derrière ce discours. Que dit Barthes au fond ? Il parle de cette violence de la langue, et il parle d'une résonance souvent terrible qui nous fait dire autre chose que ce que l'on veut dire, surimprimant, dit-il, à la voix consciente, raisonnable du sujet, la voix dominatrice, têtue, implacable de la structure. Il ajoute, c'est-à-dire de l'espèce en tant qu'elle parle. Et c'est là où c'est terroriste. Parce que si Barthes s'est arrêté au mot structure, après tout, il n'aurait fait qu'échelonner, en effet, les exemples qu'il donne. Bon, le masculin, le féminin m'oblige à choisir l'un des deux termes. Non. Ce qui est visé dans le caractère violent de la langue, c'est quelque chose de beaucoup plus sensible et beaucoup plus négatif, c'est l'espèce humaine. C'est l'espèce humaine que vise Barthes, c'est l'espèce en tant qu'elle parle. C'est-à-dire qu'au fond, pour Barthes, il y a quelque chose d'une violence véhiculée en permanence par l'espèce humaine. Là, on sort du langage. Non, on ne sort pas du langage, puisque c'est l'espèce en tant qu'elle parle. C'est l'espèce. Donc, il s'agit, et c'est là peut-être où Barthes affirme une solitude par opposition à l'espèce en tant qu'elle parle. Et d'ailleurs, les deux figures auxquelles il va avoir recours pour s'opposer justement au fascisme de la langue, c'est Kierkegaard et Nietzsche. Il y a deux figures justement peut-être typiquement aristocratiques qui s'opposent à cette dimension-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, le caractère aliénant de la langue, Barthes ne se contente pas ici de la situer simplement en termes formels, ou en termes de grammaire justement, ou en termes de structure. Il ajoute l'espèce en tant qu'elle parle, c'est-à-dire que la violence là est à son sommet en quelque sorte, puisque c'est contre l'humanité d'une certaine manière que le sujet parlant doit constamment se défendre, doit constamment déjouer précisément cette violence de la langue. Ça n'est plus seulement la bourgeoisie en tant qu'elle est productrice de mythes qui nous aliène, c'est
c'est la base parlante, c'est l'espèce en tant qu'elle parle, qui est justement à la fois l'objet et le véhicule de cette violence. Donc, il y a quelque chose ici d'un terrorisme, je dirais, supplémentaire, qui est justement de cette dimension. C'est pour ça que le mot fascisme est un mot extrêmement violent, mais accusateur, justement. Le fascisme, il est dans l'espèce humaine en tant qu'elle parle. Ce combat du sujet solitaire face à l'espèce ou avec l'espèce, c'est aussi dans et par le langage qu'il va le faire. Il va le mener dans et par le langage. Voilà. Alors justement, c'est là où justement Barthes ne suit pas ni Kierkegaard par le silence, ni Nietzsche par l'amène nietzschéen. C'est là qu'il opte pour autre chose, qui est de ce qu'il appelle tricher avec la langue ou tricher la langue. Et je pense que c'est important qu'ils disent les deux. Tricher la langue, ça serait un petit peu le jeu enfantin de celui qui triche avec la langue. Tricher la langue, c'est justement ce que Barthes pourrait appeler une sorte d'opération de perversion. Tricher la langue, c'est vraiment faire de la langue un objet, faire de la langue un fétiche qu'on manipule, qu'on déboîte, qu'on casse, qui nous fascine et avec lequel l'on joue et non pas avec lequel on joue. Donc, je dirais que la perversion, entre guillemets, au sens barthésien, c'est-à-dire une éthique du sens, est la solution que Barthes alors donne à cette espèce de violence insupportable qu'est la violence de l'espèce humaine en tant qu'elle parle. La mort est le seul événement. Tout le reste est discours, au fond. Tout le reste est langage. Le réel ne peut jamais se saisir, se posséder. C'est toujours un langage qui renvoie à un autre langage, indéfiniment. L'amour lui-même, mais la mort, c'est l'événement qui sort du langage. Ta parole, ma parole, ça fera guincher ta musique économique pour l'habiller. Chez la môme à langue verte ou bien chez Littré. Ta parole, ma parole, ça fera briller des yeux. On pourrait dire des miracles. Merci à vous, Éric Marty, d'être venu nous parler de Roland Barthes et du langage aujourd'hui. Merci. On aurait pu continuer encore des heures. Oui. Dire que la question du langage chez Barthes est sans fin. On pourrait y consacrer toute une semaine, un jour peut-être en tout cas. Pour l'instant, je renvoie à vos ouvrages. Roland Barthes, Le métier d'écrire, qu'on a trouvé au Seuil en 2006. Et puis paraîtra bientôt, en avril prochain, j'annonce déjà, un ouvrage que vous avez écrit sur Shoah de Claude Lanzmann aux éditions Manussus. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Et à l'occasion de la journée de la langue française et de la francophonie, nous retrouverons dans 2 minutes la chronique de Dany Laferrière. Mais avant cela, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie. Et je vis comme une boule de fumeur qui roule avec les oreillers du cœur. Vivre comme une boule de flipper, on ne pouvait vraiment affirmer cela que dans les années 80. Et bien de fait, cette chanson, écrite quand même, je le signale, par Christophe, date de 1986. C'est-à-dire à l'époque même où les flippers ont commencé à disparaître, peu à peu remplacés par les jeux vidéo. Alors au-delà de la musique, il y a donc ces paroles qui sont les marqueurs d'une époque révolue, celle, nous dit Paolo Virno, d'un certain rapport au monde. Dans l'attention que le philosophe italien porte au flipper, on pourrait voir la même démarche que celle des mythologies de Barthes, d'autant qu'il faut ajouter à ça son attention au poker, au visage aux portes des usines Fiat ou encore à l'usage des guillemets. Mais à défaut de Barthes, c'est plutôt Wittgenstein et Saussure qui figurent dans les premières références de Paolo Virno tout au long de ses essais qui sont parus aux éditions de l'Éclat. À ceci près que son travail de philosophe du langage se lit toujours chez lui avec une réflexion politique marxiste. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant le pouvoir de la langue que le pouvoir sur la langue, plus précisément le pouvoir du pouvoir sur la langue. Dans ses essais sur l'usage de la vie, il note ainsi le pouvoir du capitalisme, l'abondance du bavardage, la prédominance du on indéfini sur le jeu ou encore le primat de la langue et de la communication générale sur la parole singulière. Tout autant de signes révélateurs d'un nouvel homme linguistique, un cynique, dit-il, qui se plie aux règles et aux conventions, qui a le pouvoir de dire mais ne dit rien, quelqu'un sans nom propre qui entend le bruit des vagues sans les écouter. C'est comme si le langage était de l'argent, quelque chose qui s'échange de manière indifférente, à ceci près encore que pour Paolo Virno, c'est plutôt la négation qui est la monnaie du langage, le fait de dire non, le fait de contredire l'ordre régnant pour redonner une valeur unique aux choses. Vous nous donnez très envie de découvrir la pensée de Paolo Virno.
Arnaud c'est Géraldine. génial, c'est génial. En plus, donc il y a 2 livres, c'est L'usage de la vie et autres sujets d'inquiétude et Essai sur la négation, et le tout c'est paru aux éditions de l'Éclat. Merci, on retrouvera ces références en ligne sur le site des Nouveaux Chemins. Restez avec nous à l'occasion de la journée de la langue française et de la francophonie. C'est l'écrivain et académicien Denis Laferrière qui vous propose aujourd'hui sur France Culture toute la journée son dictionnaire intime de la langue française. Hamac. Est-ce une invention des Indiens de la Caraïbe, cette bande de toile ou de cordes de sisal suspendues entre 2 arbres qui permet de se reposer tout en regardant le ciel? En tout cas, le hamac possède cette qualité essentielle qui lui a permis de traverser le temps, sa simplicité. De plus, il est universel car il appartient à celui qui trouve son bonheur assis allongé. On est suspendu et sans inquiétude aucune, car son balancement est si doux et sa manière de nous envelopper est si rassurante qu'on se croirait dans le ventre maternel. Le hamac nous pousse à croire que certains peuples ont déjà pensé à une autre manière de se reposer. Il est une alternative au lit fixe et à la position du gisant dans le noir qui ont tant effrayé les enfants. Je me souviens de ma panique au moment de pénétrer dans la chambre obscure pour ce rituel étrange, le sommeil. Je ne parvenais à dormir qu'après avoir pleuré abondamment. Mais quelle joie de s'allonger un midi dans un hamac, sous les arbres. La brise légère qui efface les angoisses, et je ne sais plus à quel moment, tout s'est mis à bouger autour de moi. Le ciel, les arbres, les gens, une rare griserie. Il y a de ces plaisirs si simples qu'ils contestent radicalement la vie parfois violente que nous menons. J'ai tendance à croire que le hamac n'est pas une invention solitaire, mais qu'il dérive d'un art de vivre. Il est urgent alors de faire un inventaire plus vaste qui nous permettrait de retrouver d'autres petites inventions de cet ordre qui pourraient changer notre manière de vivre. C'était l'écrivain et académicien Denis Laferrière dans son hamac qui vous propose aujourd'hui sur France Culture son dictionnaire intime de la langue française. Vous retrouverez tout le programme complet de ces chroniques sur franceculture.fr. Merci à tous, les Nouveaux Chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée au langage. Après Barthes aujourd'hui, demain ce sera Wittgenstein, le programme Ne rien dire que ce qui se laisse dire, c'est ça le programme qui vous attend, ce sera avec Élise Marou, rendez-vous à 10h donc. Et d'ici là, rendez-vous sur le site de France Culture pour réécouter cette émission, la télécharger, et rendez-vous également sur le compte des Nouveaux Chemins, sur Facebook et Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour.